Chers amis, bonjour et quel bonheur d'enfin vous retrouver. Si la vidéo d'aujourd'hui est beaucoup plus longue qu'à l'habitude, c'est que nous avons travaillé sans relâche au cours des dernières semaines à la production d'un documentaire complet sur la situation économique actuelle afin d'explorer en profondeur les causes véritables de la prochaine récession mondiale. Alors que plusieurs pointent du doigt la pandémie, la guerre en Ukraine ou même la crise de l'énergie comme étant responsables des troubles économiques actuels, force est de reconnaître que ce sont tous des points valides mais qu'aucun n'explique réellement le problème historique auquel le monde est confronté. Il faut prendre beaucoup de recul pour le constater, mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est en fait à l'effondrement prévisible d'un système économique devenu profondément dysfonctionnel. Nous aborderons la création monétaire, l'inflation, le rôle des banques et des banques centrales, mais aussi le système des pétrodollars, le cycle perpétuel de la dette et l'implosion spectaculaire de l'ordre mondial ayant rendu possible la richesse de l'Occident et la domination des États-Unis. Faisons ensemble un grand voyage à travers les événements marquants de l'histoire moderne afin de mieux comprendre l'influence du système financier sur les crises économiques, les guerres et les jeux de coulisses entre les grandes puissances. Ainsi, nous pourrons exposer comment nous sommes arrivés au pied du mur, pourquoi cette crise pourrait être différente et bien sûr, à quoi s'attendre pour les prochaines années. Il sera question d'enjeux sensibles et controversés, donc évidemment les pauses publicitaires sont désactivées pour ce documentaire. Ce que ça veut dire, c'est que cette production serait littéralement impossible sans les contributions de nos membres et l'appui de notre partenaire CyberGhost VPN, qui nous permet de travailler librement sur des sujets délicats sans craindre la démonétisation. Vous le savez, l'un des moyens les plus sûrs de se protéger des hackers et des sites malveillants est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel. Avec CyberGhost, votre adresse IP est cachée et vos données personnelles sont cryptées. La politique de sécurité de CyberGhost VPN est très stricte. Personne n'aura accès à vos activités en ligne, pas même CyberGhost eux-mêmes. Vous pouvez utiliser CyberGhost sur toutes les plateformes, Windows, Mac, OS, Android, iOS. Vous pouvez ainsi accéder à du contenu géobloqué et avoir accès au catalogue de plus de 40 services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime, Disney+, et une seule inscription suffit à protéger 7 appareils simultanément, donc vous pouvez partager avec vos proches sans problème. Garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours avec un support client français, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous pouvez donc essayer en toute tranquillité. CyberGhost a aujourd'hui plus de 38 millions d'utilisateurs parce qu'il est très simple à utiliser. Avec 5 étoiles sur Trustpilot, il est recommandé par Clubic, Frandroid, Presse Citron et Journal du Geek. Avec le lien dans la description, vous pouvez commencer à vous protéger sur Internet pour seulement 1,94 € par mois et 4 mois gratuits, donc 84% de réduction. Pour bien comprendre la nature et les origines du système bancaire moderne, il faut d'abord revenir dans l'histoire, à l'époque où les échanges avaient lieu en métaux précieux comme l'or ou l'argent. Évidemment, vous comprendrez qu'il n'est pas tout à fait pratique ou sécuritaire de transporter ou d'entreposer de grandes quantités d'or et de métaux précieux. Donc, éventuellement, les gens se sont mis à déposer leurs réserves dans de grands dépôts. Lorsqu'ils déposaient une quantité d'or, ils obtenaient une note en papier attestant qu'ils possédaient la dite quantité dans le dépôt en question. À mesure que ces notes se sont répandues, les gens se sont mis à les accepter comme moyen de paiement, au même titre que l'or réel. Après tout, il suffit d'aller au dépôt pour convertir les billets en or, donc pourquoi ne pas simplement échanger les billets de papier? De moins en moins, les gens convertissent les billets pour l'or physique, donc éventuellement, les opérateurs des dépôts d'or réalisent qu'ils peuvent créer plus de billets qu'ils n'ont de réserves en or, car au fond, les chances sont très minces que tous les billets soient convertis au même moment. C'est alors le début d'une véritable révolution financière. Les dépôts deviennent graduellement des banques avec le pouvoir formidable de créer de l'argent à travers le processus de crédit. Pour bien comprendre, utilisons un exemple très simple. Un client se rend à la banque et dépose 100 pièces d'or. La banque le remercie, les met dans ses réserves et lui donne des billets attestant que 100 pièces d'or sont détenues chez elle. Quelques minutes plus tard, un autre client se rend dans la même banque et emprunte 50 pièces d'or pour financer un projet. La banque accepte, mais au lieu de lui remettre 50 pièces d'or, elle remet 50 billets qui, eux, peuvent être échangés pour 50 pièces d'or. Pour le client, c'est la même chose. Or, pour la banque, ça fait toute la différence. Car souvenez-vous,
Elle n'a que 100 pièces d'or en réserve. Il y a maintenant 150 billets en circulation pouvant être échangés pour 150 pièces d'or. Le lendemain, la banque fait un nouveau prêt, cette fois pour 200 billets. Il y a maintenant 350 billets en circulation pour seulement 100 pièces d'or dans les coffres de la banque. Elle vient donc de créer de l'argent, soit plus de 250 billets supposément échangeables pour des pièces d'or qui n'existent pourtant nulle part. Le pari de la banque, c'est qu'il est presque impossible qu'on se présente tous en même temps pour réclamer notre or. Donc en prêtant plusieurs fois, elle peut multiplier les intérêts, maximiser ses profits, et ainsi agrandir son influence avec de l'argent qu'elle crée elle-même. Bien sûr, le problème, c'est que si trop de gens tentent d'échanger leurs billets en même temps et que la banque n'a pas les réserves nécessaires, alors elle est incapable de payer et elle s'effondre, tout simplement. Lorsqu'une banque fait faillite et que la nouvelle se répand, on assiste à un dangereux effet d'entraînement alors qu'une après l'autre, les banques restantes sont vidées de leur capital et poussées vers l'effondrement dans un mouvement de panique populaire. C'est ce qu'on appelle une ruée sur les banques, le pire cauchemar du système bancaire. De telles paniques se sont produites à de nombreuses occasions à travers l'histoire. En fait, c'est notamment pour répondre à cette instabilité inhérente que sont apparues les premières banques centrales à la fin du 17e siècle. Au fond, le concept est très simple. Les banques mettent en commun une partie de leurs réserves en or afin de créer une banque pour les banques. Une nouvelle couche de crédit pouvant agir comme prêteur de dernier recours. Ainsi, si jamais une banque participante se retrouve en difficulté, que ses réserves en or sont insuffisantes pour couvrir les retraits, alors la Banque centrale peut lui prêter le nécessaire afin de neutraliser la menace et freiner le dangereux effet de domino avant qu'il ne se déclenche. À travers les années, les banques centrales obtiennent le privilège exclusif d'émettre des billets de banque, ce qui permet de mieux surveiller la quantité en circulation et de s'assurer que les réserves d'or sont toujours suffisantes dans les coffres des banques. C'est notamment grâce à un tel système que les faillites bancaires deviennent de plus en plus rares et que le public retrouve confiance dans le système bancaire. Mais surtout, l'apparition des banques centrales permet au gouvernement de financer des dettes de plus en plus grandes afin de livrer des guerres toujours plus coûteuses. Ainsi, autour de 1900, la majorité des pays développés possèdent une banque centrale et le système monétaire se développe rapidement. Malgré tout, les dépenses des gouvernements demeurent largement déterminées par le niveau des réserves en or, qui agit comme une sorte de plafond à l'endettement. Cela étant dit, en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, les pays impliqués sont confrontés à un énorme problème. Décidément, les coûts de la guerre vont largement dépasser les réserves en or, donc comment faire pour payer les hommes, les canons et les munitions sans vider les coffres de l'État? En fait, la réponse est simple, c'est impossible. Voilà pourquoi dès le début de la guerre, de nombreux pays tels que l'Allemagne, la France, la Russie et l'Empire austro-hongrois interdisent la conversion de l'argent papier. En d'autres mots, ils peuvent maintenant imprimer autant d'argent qu'ils le veulent sans la moindre inquiétude pour les réserves en or, ce qui leur permet de dépenser des sommes immenses et de s'endetter sans lendemain pour financer l'un des conflits les plus coûteux et les plus destructeurs de toute l'histoire. Plusieurs pays vivent alors une inflation rapide. Les prix sont doublés au Royaume-Uni, triplés en France et quadruplés en Italie. Les États-Unis, qui nagent à contre-courant et conservent les talons or, vivent une inflation moins sévère et les produits américains deviennent plus compétitifs face à ceux de l'Europe. Les exportations américaines explosent en conséquence, permettant aux États-Unis de récolter des revenus énormes qu'ils se font plaisir de remettre directement dans les poches des pays en guerre à travers des prêts gigantesques. Lorsque le conflit se termine, les grands joueurs sont pratiquement ruinés. En Russie, les bolcheviks font la révolution et refusent de payer les dettes de guerre, causant la consternation à travers le monde. C'est un rejet total du capitalisme. Encore plus, c'est la naissance du communisme. De leur côté, la France et le Royaume-Uni se retrouvent avec une dette pharaonique, surtout envers les États-Unis. Mais dans les coulisses, les deux puissances ont bon espoir que l'Amérique se montrera clémente pour annuler la dette ou du moins la réduire considérablement, puisqu'après tout, ils se sont battus du même côté. Mais à la grande surprise des Alliés, l'Amérique refuse. Elle exige un remboursement complet avec les intérêts. Ainsi, il est tout simplement impossible pour plusieurs de revenir à l'étalon or puisque les dettes accumulées sont beaucoup trop importantes pour être remboursées avec de l'argent réel sans vider les coffres des États.
En Allemagne, les réparations exigées par les Alliés sont gigantesques, pour ne pas dire complètement irréalistes. Le pays essaie donc d'imprimer de l'argent pour s'en sortir, mais rapidement, les choses se mettent à dégénérer. L'argent perd de sa valeur à une vitesse effarante. Il en faut toujours plus pour acheter la même chose, alors qu'on assiste à un des pires épisodes d'hyperinflation de toute l'histoire. Les salaires sont insuffisants pour suivre le rythme, les gens sont plongés dans la famine et l'Allemagne connaît alors un traumatisme profond qui sera absolument déterminant pour l'histoire du monde. Car en 1923, un certain Adolf Hitler profite du chaos pour sortir de l'ombre. Accompagné par 2000 nazis, il tente de saisir le pouvoir par la force à travers un coup d'État, mais il échoue, pour le moment. Aux États-Unis, la situation est beaucoup plus favorable. Après une récession rapide en 1920, alors que l'économie se réajuste à la vie civile, c'est le début d'un cycle de croissance absolument spectaculaire. Ce sont The Roaring Twenties, les années folles. L'Amérique est maintenant une puissance mondiale, son industrie exporte partout dans le monde, ses corporations ne cessent de grandir, le progrès technologique s'accélère et surtout, l'argent coule à flot alors que l'Europe rembourse ses dettes de guerre. Conséquemment, les banques américaines ayant prêté à ces pays se retrouvent avec des revenus gigantesques, faisant d'elles de véritables mastodontes dont l'influence prend rapidement des proportions démesurées. L'Europe se relève, les échanges accélèrent et pour profiter de la croissance fulgurante de l'économie mondiale, un nombre grandissant d'Américains achètent des actions à la bourse et même que plusieurs n'hésitent pas à s'endetter lourdement pour le faire en donnant pour garantie leur voiture, leur maison ou pire, d'autres actions. Car les firmes de courtage prêtent de l'argent sans regarder, avec une marge exigée de seulement 10%. En d'autres mots, à chaque fois que quelqu'un dépose 10 $ dans son compte de courtage, il peut investir jusqu'à 100 $ sur le marché boursier. En conséquence, la bourse s'emballe et le marché atteint des records historiques, alimentés par une infusion constante d'argent neuf, créée par l'endettement et la spéculation. Après le choc de la Grande Guerre, l'économie mondiale semble rétablie. Donc pour plusieurs, il est grand temps de revenir à l'étalon or. Ainsi, autour de 1927, la plupart des pays sont de retour dans l'ancien système, puisque convaincus que le pire est maintenant derrière eux. Or, c'est tout le contraire. Les problèmes ne font que commencer. En octobre 1929, ce qui devait arriver arriva. Une panique boursière déclenche une vente rapide des actions, causant un effondrement des prix à la bourse, ainsi qu'une violente vague de défauts à travers les firmes de courtage, qui se retrouvent alors incapables de récupérer leurs prêts. Les gens commencent à avoir des doutes quant aux réserves de leurs banques, donc encore une fois, c'est la bête noire du système financier, la ruée sur les banques. Des milliers de banques américaines s'effondrent les unes après les autres, alors que la gigantesque bulle spéculative créée à travers des années de crédits faciles et d'endettement finit par éclater de façon aussi brutale que spectaculaire. C'est une catastrophe de proportions inédites, la crise des années 30, autrement appelée la Grande Dépression. La consommation s'arrête, les entreprises font faillite, le chômage explose pour atteindre jusqu'à 25% au pire de la crise, les salaires chutent de 42%, la production dégringole de presque la moitié, alors que le PIB, lui, recule de 30%. L'onde de choc atteint rapidement l'Europe, les banques britanniques sont au bord de l'effondrement et elles se ruent elles-mêmes sur la banque centrale, qui n'a tout simplement pas les réserves d'or nécessaires pour les renflouer. Les Anglais ont alors deux choix. Regarder l'Empire s'effondrer ou abandonner l'étalon or. L'heure est trop grave pour la rigueur budgétaire. Donc en 1931, le Royaume-Uni met fin à l'étalon or afin d'agrandir rapidement la masse monétaire sans vider les coffres de l'État. Sans aucune limite de dépenses, le gouvernement peut à nouveau mettre l'économie sous stéroïdes afin de lui redonner confiance et sans surprise, ça fonctionne. Encore une fois, la faillite du système bancaire est camouflée par une expansion artificielle de la masse monétaire. Le problème, c'est que les Britanniques ne font qu'empirer les choses, puisqu'évidemment la livre sterling se met à perdre rapidement de sa valeur, et puisque la livre est alors la monnaie du commerce mondial, les prix augmentent partout et rapidement.
La crise contamine la France, l'Allemagne ainsi que plusieurs autres pays développés. L'esprit de vengeance de la classe moyenne envers le système financier et tous ceux qui l'ont construit sont absolument palpables. En Chine, en Europe et en Amérique, le communisme gagne du terrain alors qu'en Allemagne, Hitler fait son grand retour et s'installe au pouvoir en exploitant cette puissante colère ainsi que le chaos financier créé par la grande crise. Aux États-Unis, les réserves en or sont de plus en plus fragiles et des décisions difficiles s'imposent. Confrontés à une crise qui ne cesse de s'aggraver, à un chômage record ainsi qu'à des dépenses grandissantes, le président Roosevelt s'estime au pied du mur. Et en 1934, il retire l'Amérique de l'étalon or et confie à la Banque centrale le pouvoir de créer de l'argent à partir de rien. De 1933 à 1937, les États-Unis augmentent la quantité de dollars en circulation de 42%. C'est une expansion monétaire massive alors que les banques prêtent sans égard pour leurs réserves lorsque la Banque centrale décide d'y mettre un frein en exigeant des réserves minimum plus élevées dans les banques commerciales. Alors la création de nouvel argent s'arrête et l'économie retourne immédiatement en récession. En fait, paradoxalement, il faudra attendre le début de la Deuxième Guerre mondiale en 1939 pour que les choses rentrent dans l'ordre. Encore une fois, l'argent coule à flot, sans le moindre égard pour les réserves, alors que les gouvernements s'endettent à un rythme absolument inédit dans l'histoire du monde. La guerre coûte une fortune et lorsqu'elle achève enfin à l'été 1944, l'Europe est complètement dévastée. De nombreuses monnaies n'ont plus aucune crédibilité et l'économie mondiale est au bord du précipice. Les seuls à vraiment sortir gagnants de cet épisode, ce sont les États-Unis, qui émergent du conflit avec une infrastructure largement intacte et un statut de superpuissance leur permettant de façonner un nouvel ordre mondial en fonction de leurs propres intérêts. C'est le début d'une nouvelle ère, l'ère américaine. Lorsqu'achève la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction de l'Europe s'annonce extraordinairement coûteuse. Il faudra des montagnes d'argent, bien sûr, mais surtout une manière d'en garantir la valeur, puisque plusieurs monnaies sont maintenant flottantes et que la création monétaire massive des dernières années les a rendues particulièrement instables. Ainsi, à l'été 1944, les Américains convoquent 44 nations du monde pour une grande conférence dans la région de Bretton Woods. Pendant plus de 3 semaines, ils exposent en détail aux quelques 700 délégués leur vision pour un nouveau système financier mondial basé autour du dollar américain. Au fond, c'est très simple. Puisque plusieurs pays n'ont plus de réserves en or, mais qu'ils doivent dépenser des sommes importantes, il est impossible pour eux de revenir à l'étalon or. Cela étant dit, les Américains, eux, possèdent pas moins des 2/3 de toutes les réserves du monde à l'issue du conflit. Devant pareille opportunité, les États-Unis ne manquent pas leur chance et font donc la proposition suivante. Puisque nous seuls en avons les moyens, alors nous seuls allons rétablir la convertibilité de notre monnaie pour de l'or. Ainsi, le dollar américain aura une valeur réelle et relativement stable, ce qui vous permettra d'échanger votre monnaie instable pour des dollars et de transiger avec les dollars vers les autres pays en toute confiance. Ce que ça veut dire, c'est que les monnaies flottantes se retrouvent appuyées par le dollar qui est lui-même appuyé par l'or, rétablissant ainsi une connexion indirecte entre l'argent réel et la finance mondiale. Tenir des dollars serait l'équivalent comptable de détenir leur pesant d'or. Pour les pays participants, ça permet d'éviter un choc monétaire comme après la Première Guerre mondiale, alors que pour les États-Unis, ça permet d'établir le dollar américain comme monnaie officielle des échanges internationaux, offrant ainsi à Washington une position économique dominante comme grand maître de la finance mondiale. C'est alors le début d'une période de croissance économique fulgurante, et ce, presque partout à travers le monde. Une époque marquée par le progrès technologique et l'enrichissement de la classe moyenne de 1945 à 1975. Ce sont les 30 Glorieuses. Grâce à l'augmentation constante des échanges internationaux, la demande pour les dollars américains semble pratiquement illimitée. Donc, à partir des années 60, les États-Unis se mettent à s'endetter massivement pour financer des dépenses publiques grandissantes à travers toujours plus de création monétaire.
C'est la fameuse Great Society de Lyndon Johnson. Le Vietnam, la guerre froide, la course vers l'espace, l'Amérique dépense sans compter en faisant abstraction de l'état réel des réserves d'or. Peut-elle vraiment échanger tous les dollars qu'elle a créés? Vers la fin des années 60, plusieurs pays commencent à en douter, dont la France notamment, qui est convaincue que Washington abuse de son privilège et que le dollar devra bientôt être dévalué. La France commence à rapatrier des quantités d'or massives appartenant à la République depuis les coffres de New York vers ceux de Paris. C'est alors le début d'une débandade qui changera à jamais le cours de l'histoire. La France, l'Allemagne et la Suisse n'ont plus confiance en la solvabilité du système, donc elles exigent d'être remboursées et convertissent rapidement des millions de dollars papier en or. La France envoie carrément un navire de guerre pour prendre possession de ses réserves nationales entreposées aux États-Unis. Soudainement, les réserves d'or américaines sont presque vides, alors qu'elles atteignent leur niveau le plus bas depuis 1938. Telle une banque ayant abusé de son privilège, l'Amérique se retrouve confrontée à une ruée de ses créditeurs qui demandent paiement avant que les coffres ne soient vides. C'est la panique. Le soir du 15 août 1971, dans un discours télévisé, le président américain Richard Nixon annonce des mesures radicales afin d'éviter la ruine de l'Amérique et protéger la place du dollar. Il annonce que les États-Unis suspendent la convertibilité du dollar pour l'or et qu'à compter de maintenant, le dollar américain est une monnaie flottante dont la valeur est déterminée par l'offre et la demande mondiale. Pour le reste du monde, c'est un véritable tremblement de terre. L'Amérique agit unilatéralement sans consulter les États impliqués. Les États-Unis peuvent maintenant imprimer autant d'argent qu'ils le veulent et avec l'élection présidentielle qui arrive l'année suivante, le président Nixon dépense sans regarder. Les taux d'intérêt sont coupés de moitié, le crédit abonde, la valeur du dollar se met à diminuer à une vitesse effarante et après seulement quelques mois, l'inflation explose. Les producteurs de pétrole du Moyen-Orient payés en dollars pour leur production sont en colère alors qu'ils voient la valeur réelle de leurs revenus s'effondrer avec la chute du dollar. Ils se réunissent pour trouver une solution et à travers l'OPEC, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ils décrètent ensemble que le prix du pétrole serait maintenant déterminé en or plutôt qu'en dollars. L'annonce a l'effet d'un coup de tonnerre. En 1973, quand les États-Unis appuient Israël face aux pays arabes dans la guerre du Kippour, ceux-ci ont l'opportunité parfaite pour imposer un embargo aux États-Unis et ainsi faire quadrupler le prix du pétrole, rétablissant l'équilibre avec la valeur réelle telle que dictée par l'or. C'est alors le début de la fameuse crise du pétrole. Le prix de l'énergie atteint des sommets, tuant la productivité et faisant stagner la croissance. Le marché boursier s'effondre, la consommation ralentit et rapidement, l'économie mondiale se retrouve au bord du précipice. Pour le directeur du FMI, le Fonds monétaire international, le système monétaire traverse alors la période la plus difficile depuis les années 30. Pour les États-Unis, l'heure est grave, alors que le statut du dollar comme monnaie de réserve et monnaie officielle des échanges internationaux est sérieusement menacé. Il faut trouver une solution pour éviter l'effondrement de la domination économique américaine. La première option, c'est de réduire les dépenses, payer la dette et ainsi rétablir la crédibilité du dollar américain. La deuxième option, c'est d'élaborer un nouveau mécanisme afin de stimuler massivement la demande pour le dollar américain. En 1974, le secrétaire d'État Henry Kissinger se rend discrètement en Arabie Saoudite afin d'y rencontrer le roi et négocier une entente secrète absolument névralgique qui transformera la finance mondiale. Au fond, l'entente est extrêmement simple. Les États-Unis achètent du pétrole à l'Arabie Saoudite, lui fournissent de l'équipement militaire, des armes ainsi qu'une garantie de protection face à Israël. En échange, tout ce que l'Amérique demande, c'est que l'Arabie Saoudite exige d'être payée en dollars pour toutes ces transactions pétrolières, peu importe le pays, mais aussi que le Royaume investisse une portion de ses surplus dans les bons du Trésor américain, donc autrement dit, qu'il finance la dette américaine en échange d'un paiement en intérêt. L'Arabie Saoudite accepte, et c'est alors la naissance du fameux système des pétrodollars. Le principe est facile à comprendre.
En forçant les exportateurs de pétrole à n'accepter rien d'autre que des dollars pour le paiement, l'Amérique est en mesure de créer une nouvelle demande mondiale pour sa monnaie, en la transformant en un passage obligé vers une ressource essentielle, soit le pétrole. En 1975, tous les pays de l'OPEC acceptent d'être payés uniquement en dollars et de recycler une portion des revenus appelés les pétrodollars directement dans l'économie américaine, en achetant des actions boursières, des équipes sportives, de l'immobilier, mais aussi des quantités impressionnantes de bons du Trésor des États-Unis afin de sécuriser les surplus de dollars qui dorment dans les réserves de toute manière. Pour l'Amérique, c'est un véritable coup de maître. Tant qu'il y a de la demande pour les dollars américains, il y aura de la demande pour la dette américaine. Et tant qu'il y aura de la demande pour la dette, les États-Unis pourront continuer de s'endetter sans conséquence et à bas prix. Le voilà l'avantage formidable d'être la première puissance mondiale. Bientôt, les États-Unis contrôlent à travers l'OPEC pas moins de 80% des transactions mondiales de pétrole. Le système fonctionne. Et conséquemment, le bras militaire de l'Amérique s'allonge alors qu'elle devient garante de la sécurité et de l'obéissance de nombreux États pétroliers du Moyen-Orient grâce à une présence armée quasi permanente dans la région. Irak, Bahreïn, Koweït, Qatar, Arabie Saoudite, Égypte, Yémen, Jordanie, Émirats, Oman, Israël. La machine de guerre est maintenant fixée sur un seul objectif, défendre le système des pétrodollars, coûte que coûte. Les pays qui osent défier l'Amérique se retrouvent inévitablement dans sa mire. L'Iran, la Syrie, l'Irak, la Libye, le Venezuela, la Russie, tous l'ont payé très cher. Inversement, les producteurs qui acceptent de jouer selon les règles amassent des revenus absolument spectaculaires, leur permettant de constituer d'énormes réserves de dollars qu'ils investissent à coups de milliards à travers des fonds souverains vers les économies des pays occidentaux. Les banques américaines débordent d'argent qui n'attendent seulement qu'à être prêtées en échange d'intérêts. Avec les nouveaux prix du pétrole, la demande est plus élevée que jamais pour les dollars, donc les banques américaines se mettent à prêter les pétrodollars des producteurs aux pays émergents qui, eux, doivent s'endetter toujours plus afin de payer pour les dites importations de pétrole. De 1970 à 1982, la dette des pays d'Amérique latine envers les banques américaines est multipliée par 10, passant de 29 milliards de dollars à plus de 327 milliards. Cette orgie de crédit et de création monétaire entraînera non seulement une inflation record et persistante, mais ultimement, elle déclenchera aussi une profonde crise de la dette à travers de nombreux pays d'Amérique latine au cours des années 80, une crise que l'histoire nommera la crise des marchés émergents. De 1974 à 1979, l'inflation fait des ravages dans la société américaine, tout comme dans plusieurs pays développés, alors que l'économie réelle plafonne, mais que les prix continuent à augmenter, exacerbés par toujours plus de pétrodollars prêtés à des taux toujours plus bas à travers les banques. Les producteurs de pétrole accumulent une richesse exubérante, faisant plusieurs mécontents à travers les sociétés arabes, alors que certains en ont assez d'être soumis à la volonté et à la dette des États-Unis. C'est ainsi qu'en 1979, en Iran, c'est la révolution. Des centaines de milliers d'Iraniens sont en colère et poussent le Shah installé par les Américains à fuir l'Iran vers les États-Unis, dans un grotesque sauve-qui-peut qui marquera la mémoire iranienne. Le Shah est remplacé par une figure religieuse, l'ayatollah Khomeini, qui nationalise la production de pétrole iranienne et expulse les compagnies américaines, annulant d'un seul coup tous les privilèges de raffinage, d'exploration et d'extraction. Pour l'Amérique, la fête est terminée. Le pétrole iranien est placé sous sanction et en conséquence, les prix explosent à travers le monde jusqu'à doubler en moins d'un an. Aux États-Unis, c'est la panique, le fameux choc pétrolier. Les stations-service sont vides et l'essence est rationnée alors qu'une fois de plus, le prix du pétrole entraîne un afflux incontrôlable de pétrodollars menant à une inflation historique atteignant 12% en 1979. Les États-Unis ont donc besoin d'une solution choc afin de freiner l'inflation. Il faut ralentir la création monétaire et ainsi limiter la quantité de dollars en circulation. C'est ainsi qu'en 1979, le président Jimmy Carter nomme à la tête de la Réserve fédérale le désormais célèbre Paul Volcker. Volcker est un conservateur qui déteste les excès de la finance moderne. Selon lui, la seule innovation financière à avoir été réellement utile dans l'histoire contemporaine, ce sont les guichets automatiques. Lorsqu'il s'installe à la tête de la Fed, Volcker indique très clairement que ses priorités seront l'inflation, l'inflation et l'inflation.
Le secteur bancaire doit être mis sous contrôle et Volcker n'a pas peur de contredire les volontés de Wall Street. En l'espace d'un an, il fait doubler les taux d'intérêt jusqu'à atteindre 21% en 1981, causant un effondrement du crédit et plongeant l'économie américaine dans une double récession profonde de 1980 à 1983. C'est le célèbre traitement choc de Paul Volcker. En augmentant le taux d'intérêt, il retire des milliards de dollars de la circulation qui retournent dans les coffres des banques sous forme de paiement. Encore plus, il freine la création de nouveaux crédits en rendant prohibitivement cher et pousse le gouvernement à limiter ses dépenses en raison du coût élevé pour financer la dette. Le chômage élevé ralentit la consommation, ce qui fait baisser les prix et en quelques années, l'inflation sauvage des années 70 est enfin domptée. Or, le coût de cette réussite aura été absolument gigantesque. La hausse rapide des taux d'intérêt mène directement à une crise de la dette à travers de nombreux pays, alors que le coût de l'endettement explose et que le FMI impose de sévères programmes d'austérité en échange d'encore plus de dettes en dollars américains. Ultimement, plusieurs pays seront incapables de rembourser leurs dettes et poussés vers des décennies d'austérité et d'asservissement économique. Lorsque l'inflation est vaincue, le président Reagan met de la pression pour baisser à nouveau les taux d'intérêt et s'assure de nommer des loyalistes sur le conseil de la Fed afin de renverser les politiques de Volcker dans les votes subséquents. En 1987, Reagan remplace Volcker à la tête de la Banque centrale des États-Unis avec un loyaliste de son administration, un ancien conseiller de Richard Nixon devenu consultant pour certaines des plus grandes banques et corporations américaines, figure devenue mythique dans les cercles du pouvoir de Washington, Alan Greenspan. Greenspan lobby activement la Maison-Blanche pour obtenir le poste ayant siégé sur le conseil d'administration de la banque JP Morgan. Il est directeur du très influent Council of Foreign Relations et membre du groupe des 30, un rassemblement privé des plus hautes élites économiques et politiques de la planète. Dès son arrivée à la tête de la Fed, il est confronté à une panique boursière qu'on appellera le lundi noir de 1987. Les taux d'intérêt trop bas des dernières années ont mené à une bulle spéculative qui culminera avec la tristement célèbre crise des épargnes et du crédit. En réponse à la crise, la Fed de Greenspan injecte dans les banques une quantité d'argent phénoménale afin de protéger leur solvabilité et ainsi limiter la contagion. C'est le fameux Greenspan Put. En imprimant des milliards de dollars pour les prêter aux banques lorsqu'elles sont en période de difficulté, la Fed est en mesure de neutraliser les risques d'effondrement du système bancaire. Ce que ça veut dire, c'est que les banques ne courent plus autant de risques à prêter de l'argent sans modération et abuser de leurs privilèges de création monétaire, puisqu'elles ont désormais un allié à la Banque centrale. Et ça, les banques l'ont compris très rapidement. En 1990, un certain Saddam Hussein est frustré par les prix du pétrole. Il veut convaincre les membres de l'OPEC de baisser la production. Mais les alliés américains, tels que le Koweït et l'Arabie saoudite, refusent, craignant de perdre leur part de marché. Lorsque le Koweït se met à pomper encore plus près de la frontière irakienne, c'est la goutte qui fait déborder le vase et l'Irak envahit le Koweït afin d'en saisir la production de pétrole. En conséquence, le prix du pétrole explose, l'inflation augmente à nouveau et l'économie américaine plonge en récession. C'est inacceptable. Quelques mois plus tard, les États-Unis déclarent la guerre à l'Irak et c'est ainsi que débute la guerre du Golfe. Pour affronter la récession et financer la guerre, la Fed réduit les taux d'intérêt de manière drastique, introduisant des quantités massives de nouvel argent à travers les banques. Encore une fois, ça fonctionne. L'économie repart en coup de canon, propulsée non seulement par le crédit, mais également par un contexte historique absolument formidable pour les États-Unis. En 91, c'est la chute de l'URSS, la fin de la guerre froide, l'Irak est à genoux et l'Amérique est au sommet du monde. La demande pour le dollar américain semblait limitée, alors que les gains de productivité engendrés par la mondialisation et le progrès technologique semblent garder l'inflation sous contrôle. C'est alors le début d'une nouvelle époque. L'expansion de la masse monétaire n'est plus perçue comme un problème. En fait, au contraire, il faut créer toujours plus d'argent afin de maintenir un certain plancher d'inflation et ainsi empêcher que les prix ne descendent, puisque ça ralentirait l'économie, causerait du chômage, mais aussi que ça nuirait à Wall Street et aux banques. Tout au long des années 90, les taux sont donc gardés artificiellement bas par la Réserve fédérale qui dit faire confiance à l'industrie financière pour s'auto-réguler, juger les risques et limiter la spéculation. Vers la fin de la décennie, il devient de plus en plus clair que l'expérience est un échec, alors que la spéculation boursière fait gonfler le prix des actions dans le secteur Internet jusqu'à atteindre des proportions démesurées.
Les banques sont persuadées que peu importe les risques, le gouvernement viendra à leur rescousse. Et lorsque les taux d'intérêt remontent en 99 et en 2000 et que l'argent se fait de plus en plus rare, c'est l'éclatement de ce qu'on appellera la bulle Internet. L'indice du Nasdaq perd 78% de sa valeur. Des investisseurs sont complètement déshabillés alors que les compagnies s'effondrent les unes après les autres. L'Amérique est plongée en récession et pour répondre à la crise, la Fed de Greenspan intervient avec encore plus de vigueur qu'en 1987. Les banques avaient raison. Encore une fois, elles sont renflouées par la Réserve fédérale et les taux d'intérêt sont réduits afin d'agrandir la masse monétaire et diluer les pertes. Mais cette fois, le contexte international est beaucoup moins favorable, alors que de nombreux pays commencent à douter de la viabilité du dollar comme monnaie de réserve. En Europe, on assiste à la naissance d'une nouvelle monnaie qu'on appelle l'euro. La création de l'euro est une tentative délibérée des stratèges français de réduire l'influence de l'Amérique dans la finance mondiale. Alors pour réussir, il faudra d'abord se débarrasser du système tentaculaire de pétrodollars qui force tous les pays du monde à financer la dette américaine et à subventionner sa domination militaire. Ainsi, en novembre 2000, la France et quelques alliés européens réussissent un véritable coup de maître en convainquant le président irakien Saddam Hussein d'abandonner le dollar et de vendre son pétrole en euros. C'est un véritable coup de tonnerre. Saddam lance un signal puissant à tous les producteurs de pétrole. La suprématie des pétrodollars est maintenant terminée. En quelques mois, de nombreux producteurs de pétrole suggèrent qu'ils pourraient suivre l'exemple de l'Irak, notamment la Russie, l'Iran, l'Indonésie et le Venezuela. C'est alors que Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale, se rend personnellement à la Maison-Blanche pour convaincre l'administration Bush de renverser Saddam Hussein afin de sauver le marché pétrolier. Des années plus tard, Greenspan écrit mot pour mot dans ses mémoires « Je suis attristé qu'il soit politiquement gênant de reconnaître ce que tout le monde sait déjà. La guerre en Irak est en grande partie une question de pétrole. » Lorsque surviennent les événements du 11 septembre 2001, Wall Street est ébranlée alors que l'Amérique est déjà au beau milieu d'une récession et que les taux d'intérêt sont déjà réduits. Mais peu importe, il faut sauver les banques et préserver la confiance. Donc la Fed de Greenspan réduit encore plus les taux d'intérêt afin d'injecter toujours plus d'argent dans l'économie. En fait, ce n'est seulement que le début. Lorsque les États-Unis déclarent la guerre et envahissent l'Irak en 2003, les taux d'intérêt sont si bas que les banques peuvent emprunter de l'argent presque gratuitement pour financer la guerre, alors que le gouvernement en imprime sur demande. En quelques mois, le pétrole irakien est de retour sur le marché. Et en dollars, oui monsieur. Alors que les États-Unis déploient tout un réseau de bases permanentes à travers le Moyen-Orient sous le prétexte de la lutte au terrorisme. Ce sont des années d'exubérance et d'arrogance. Le prix du pétrole augmente rapidement, injectant des tonnes de pétrodollars dans l'économie américaine. Le crédit est partout. Les hypothèques sont distribuées comme des friandises à des gens qui n'ont parfois ni salaire ni emploi. Pour masquer les risques de ces mauvaises hypothèques, les banques les enveloppent dans un paquet avec plusieurs autres et les revendent comme un produit d'investissement archi-sécuritaire à des investisseurs crédules, mais aussi à des fonds de pension qui gèrent les retraites de millions de déposants. C'est alors le gonflement de la bulle immobilière qui deviendra éventuellement la crise des subprimes. Quand cette énorme bulle éclate enfin en 2006, alors que les taux d'intérêt augmentent et qu'on découvre l'étendue de la catastrophe, les conséquences sont absolument désastreuses. En fait, elles mèneront directement à une contagion rapide chez presque tous les acteurs de la finance, créant une crise de proportions historiques qui entraînera dans une profonde récession presque l'entièreté de l'économie mondiale. C'est la grande crise financière de 2008. Lorsque les premiers signes de la grande crise financière commencent à devenir évidents en 2008, les banques américaines restent particulièrement calmes, pour ne pas dire complaisantes, alors qu'elles sont encore persuadées que la Fed maquillera la faute en baissant les taux ou en imprimant de l'argent afin de les sauver de la faillite. Le marché boursier s'effondre violemment, les valeurs immobilières sont au plancher et bientôt, les banques se retrouvent au pied du mur. Un certain Paul Volcker
conseille alors au président Barack Obama de mettre fin à toute cette mascarade une bonne fois pour toutes, en lui disant que c'est aujourd'hui, tant que c'est encore possible, et qu'ils sont vulnérables, qu'il doit planter un pieu dans le cœur de tous ces types de Wall Street qui depuis des années ne sont rien d'autre que des marchands de dette. Volcker veut forcer les banques à séparer leurs activités commerciales de leurs activités d'investissement, exactement comme l'ont fait les États-Unis après la grande crise des années 30. Mais Obama, dont la campagne fut largement financée par Wall Street, refuse la suggestion. Face au risque d'effondrement total du système financier, les présidents Bush et Obama autorisent tour à tour des centaines de milliards de dollars pour venir à la rescousse du secteur bancaire. Le gouvernement rachète les mauvaises hypothèques et les dettes irrécupérables alors que la Réserve fédérale fait pleuvoir l'argent à un rythme spectaculaire, du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Pour la première fois, les taux d'intérêt atteignent 0%. Pour les banques et le gouvernement, le crédit est littéralement gratuit. C'est pareil en Europe alors que les taux atteignent même des niveaux négatifs. C'est comme une drogue dure. Chaque fois que l'économie est sevrée du crédit facile, elle connaît une crise profonde alors que les bulles spéculatives formées par le cycle d'expansion précédent de la masse monétaire éclatent violemment lors du retour à l'équilibre. C'est seulement normal. Dans n'importe quel marché, les acteurs rationnels tentent de s'adapter aux conditions en place afin d'en tirer avantage. Lorsqu'une distorsion est introduite, comme des taux d'intérêt artificiellement bas par exemple, alors évidemment, les acteurs s'y adaptent. Des entreprises émergent financées par la dette et la spéculation, alimentées par la promesse de futurs profits. Plus la distorsion est tolérée longtemps, plus ces entreprises zombies peuvent embaucher des employés, s'intégrer à la chaîne d'approvisionnement et ainsi contaminer l'économie réelle lorsque la distorsion est finalement retirée et qu'elle s'effondre les unes après les autres. Les récessions sont nécessaires afin de purger les zombies introduits à travers les années d'expansion monétaire. Plus le cycle de croissance dure longtemps, plus la bulle grossit et plus le choc est brutal. Le problème, c'est qu'aucun politicien et aucune banque centrale ne veut que l'économie s'effondre sous sa garde. Donc à chaque fois, on repousse l'inévitable en baissant les taux d'intérêt, en fermant les yeux sur les problèmes structurels des systèmes financiers et monétaires, en imprimant toujours plus d'argent pour prolonger le mirage de la croissance. En 2008, c'est un peu ce qui se produit, alors que l'agonie du système devient de plus en plus flagrante, mais que les acteurs impliqués choisissent de le maintenir sous respirateur artificiel, ayant tout simplement trop à perdre pour accepter les conséquences d'un tel effondrement. Mais cette fois, les choses ne se passent pas comme prévu. Profitant de taux d'intérêt à 0%, les banques et les fonds d'investissement se mettent à emprunter des sommes faramineuses afin d'acheter des actions sur le marché boursier en multipliant l'effet de levier. Plusieurs achètent de leurs propres actions et encaissent les profits alors que la bourse repart à la hausse, projetant l'illusion d'un retour à la normale. Or, l'économie réelle fait du surplace. Le chômage reste élevé, la demande des consommateurs peine à revenir à ses niveaux d'avant-crise, donc la Fed est emprisonnée dans son propre piège, forcée de garder les taux anormalement bas et d'imprimer toujours plus d'argent. En conséquence, la dette américaine explose et plusieurs pays commencent à être inquiets quant à la solvabilité du gouvernement américain ainsi que la viabilité du dollar à long terme. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, en 2011, l'agence de notation Standard & Poor's abaisse la cote de crédit du gouvernement fédéral de AAA à AA+. Elle dit avoir perdu confiance dans la capacité du gouvernement à prendre des décisions. Pour la Chine, c'est l'occasion rêvée de livrer le coup de grâce. Depuis les années 90, elle recycle presque tous ses surplus de dollars acquis par l'exportation directement dans la dette des États-Unis en échange d'un paiement d'intérêt. En 2011, elle possède ainsi plus de 1200 milliards de dollars de dette américaine sous forme d'obligations du Trésor. À mesure que les États-Unis dépensent de manière irresponsable et qu'ils réduisent la valeur du dollar en imprimant sans modération, eh bien, c'est aussi la valeur des réserves chinoises qui s'en trouve réduite. Pire encore, la Chine commence à douter que la dette américaine puisse véritablement être remboursée. Donc, à l'été 2011, dans un acte de défiance absolument spectaculaire, la Chine exige une rencontre de haut niveau avec les États-Unis afin de transmettre ses inquiétudes quant à l'état de sa dette. Et c'est alors que se produit une rencontre qui changera l'histoire, un moment névralgique du 21e siècle, pourtant méconnu du grand public.
Un certain Joe Biden, alors vice-président des États-Unis, se rend personnellement à Beijing, à la demande du gouvernement chinois, afin de répondre aux inquiétudes quant à la dette américaine ainsi que la valeur du dollar. Biden affirme que la Chine n'a absolument rien à s'inquiéter, qu'elle devrait continuer à financer la dette puisque tout est sous contrôle et que miser contre l'Amérique serait donc une grave erreur. Biden rencontre le premier ministre chinois qui est alors accompagné du vice-président, un homme très influent, pressenti pour devenir le prochain leader chinois, un homme du nom de Xi Jinping. Malgré les assurances de Joe Biden, les dirigeants chinois sont loin d'être convaincus et discrètement, ils commencent à réduire leur exposition à la dette américaine ainsi qu'au dollar. En quelques semaines, ils signent un accord avec le deuxième partenaire commercial de la Chine, le Japon, afin d'abandonner le dollar dans les échanges. Bien sûr, les États-Unis sont furieux et quelques semaines plus tard, Barack Obama annonce le fameux pivot vers le Pacifique de l'Amérique, une tentative avouée de contenir la Chine en tissant des alliances militaires avec les pays de la région. Lorsque Xi Jinping s'installe au pouvoir en 2013, il comprend très bien que le monde a changé et que l'heure est venue pour la Chine de défier ouvertement la domination financière des États-Unis. En 2013, la Banque centrale de Chine déclare donc publiquement qu'il n'est plus dans l'intérêt de la Chine d'accumuler des bons du Trésor américain. Autrement dit, Beijing annonce qu'elle ne financera plus la dette des États-Unis. C'est un choc de proportions énorme. La Chine reçoit toujours des milliards de dollars à travers ses exportations, mais au lieu de les réinvestir dans la dette américaine, elle annonce qu'à compter de maintenant, elle investira pour elle-même à travers la création d'un énorme projet mondial baptisé la route de la soie. La stratégie est simple, puisqu'il est impossible d'accumuler des dollars sans qu'ils ne perdent constamment de leur valeur en raison de l'inflation, et puisque la dette américaine est de moins en moins certaine. Alors, aussi bien se débarrasser des dollars en les prêtant agressivement à des pays en développement pour avoir accès à de nouvelles infrastructures et à des ententes avantageuses, tout en construisant des installations stratégiques qui avancent les intérêts chinois. La Chine a trouvé un moyen de transformer les dollars papier en valeur réelle. Encore mieux, en recyclant les dollars des États-Unis pour compétitionner directement avec eux comme première puissance mondiale et financer ses propres ambitions géopolitiques, Beijing a découvert un moyen de retourner contre l'Amérique, un système qu'elle a elle-même créé. Le résultat de cet épisode marquant, c'est qu'à partir de 2013, les dollars envoyés en Chine ne reviennent plus aux États-Unis comme ils le faisaient avant. Ils servent maintenant de carburant afin de propulser la montée de la Chine. Le monde ne le sait pas encore, mais c'est alors le début d'une nouvelle guerre froide qui changera pour toujours la trajectoire de l'humanité. Aux États-Unis, malgré la montée persistante de la bourse, l'économie peine à retrouver de sa vigueur et le chômage demeure très élevé. Donc la Fed continue à imprimer de l'argent et maintient les taux d'intérêt autour de 0%. Avec de l'argent si facile à obtenir, les enchères augmentent dans presque tous les marchés sur des bases purement spéculatives. Les maisons, les marchandises, les actions, les crypto-monnaies, tout augmente à un rythme spectaculaire alors que déjà en 2014, on entend des murmures et des inquiétudes quant à l'émergence d'une bulle gigantesque, touchant presque toutes les catégories d'investissement. Après la bulle technologique, la bulle immobilière, la bulle boursière, c'est maintenant la bulle de tout. The everything bubble. Dans la classe moyenne, la colère est palpable envers les élites qui dirigent le système, alors que plusieurs ont l'impression d'avoir été laissés derrière dans une reprise économique piratée par les intérêts des riches et des puissants. Ainsi, la table est mise pour l'élection présidentielle de 2016, alors qu'un politicien populiste propulsé par le ressentiment envers les élites affronte une adversaire devenue elle-même emblématique de cette fameuse classe dirigeante. Trump contre Clinton. Trump dénonce la Chine, la mondialisation, la banque centrale. Il veut ramener le secteur manufacturier et tire donc sur toutes les bonnes ficelles pour canaliser la colère de la classe moyenne. Le 8 novembre, devant la stupéfaction du monde entier, Donald Trump est élu 45e président des États-Unis. Durant son mandat, il s'engage dans une guerre commerciale avec la Chine en imposant des tarifs sur les importations. Les impôts corporatifs sont réduits, les banques sont dérégulées, la bourse s'emballe à nouveau et l'économie connaît une période de croissance exubérante. Ainsi, la Fed continue graduellement de monter les taux afin de les ramener à un niveau plus raisonnable et dégonfler les bulles spéculatives avant qu'elles n'éclatent.
Le crédit devient plus cher, la bourse fait du surplace et l'investissement ralentit. Déjà à la fin de 2018, les distorsions accumulées dans l'économie mondiale à travers des années d'argent facile deviennent de plus en plus évidentes. Devant la hausse des taux, Trump déclare que la Fed est une nuisance et remplace sa présidente Janet Yellen par son propre choix, un républicain du nom de Jerome Powell. Or, ce dernier continue à monter les taux, donc évidemment, Trump est en colère. Il dit que la Fed ne comprend rien aux guerres commerciales, qu'il a besoin d'un dollar faible pour affronter la Chine. Il se demande publiquement qui est le plus grand ennemi de l'Amérique, Jay Powell ou Xi Jinping. D'après la banque Morgan Stanley, l'indice de confiance est à son plus bas depuis 2009, alors qu'en Chine, en Inde, au Japon, en Europe, dans les pays émergents, presque partout dans le monde, la croissance est à bout de souffle. Aux États-Unis, les réserves des banques sont à leur plus bas depuis 2011. La Chine et la Russie multiplient les accords de dédollarisation et pour plusieurs, il devient très clair que le cirque tire à sa fin, alors que le système construit par l'Amérique est de plus en plus fatigué et vulnérable. Les experts anticipent une crise des liquidités menant rapidement à une crise mondiale de la dette, alors que d'autres font déjà des parallèles avec la grande récession de 2008. Ils n'ont pas tout faux. Encore une fois, il faudra vraisemblablement imprimer des quantités massives d'argent et renflouer les banques afin d'éviter leur effondrement et ainsi sauvegarder la domination financière des États-Unis et de l'Occident. Or, le problème, c'est que les mesures extrêmes et non orthodoxes déployées par la Fed après la crise de 2008 sont loin d'avoir été sans conséquence pour l'Amérique. Dans les années qui ont suivi, la confiance envers le dollar a pris un coup dur. La Chine a cessé de financer la dette, la cote de crédit du gouvernement a baissé, alors que l'endettement, lui, a explosé à un tel point que plusieurs États ont ouvertement remis en doute la stabilité du modèle américain. Sur le plan social, le sauvetage des banques fut perçu par plusieurs comme une immense injustice qui ouvra la porte à un rejet grandissant du système financier à travers des mouvements de protestation tels que Occupy Wall Street ou encore Bitcoin. Ainsi, lorsque l'économie semble au bord du précipice en 2019, la marge de manœuvre pour imprimer de l'argent est déjà considérablement réduite. Malheureusement, quand le seul outil que vous avez est un marteau, tous les problèmes ont l'air d'un clou. Donc à l'été 2019, la Fed commence une fois de plus à réduire les taux d'intérêt pour injecter encore plus de dettes et ainsi retarder à plus tard l'éclatement pourtant inévitable et nécessaire de l'énorme bulle mondiale gonflée par des années de création monétaire. Quelques semaines plus tard, le 17 septembre, une crise mystérieuse survient dans un marché de crédit spécialisé lorsque les réserves disponibles s'avèrent insuffisantes pour couvrir les retraits en liquide. Autrement dit, il manque d'argent. Pour plusieurs, ça y est, c'est la crise des liquidités dont on a tellement prévenu. Les investisseurs courent vers les portes, une panique s'ensuit et la Fed est forcée de remettre aux banques quelques 75 milliards de dollars en liquide par jour afin de stabiliser le marché. D'abord pour une journée, puis 2, puis 3, puis toute la semaine. Ultimement, l'intervention de la Fed durera plus d'1 mois. Les taux d'intérêt seront réduits 2 fois et la crise sera repoussée. La question, c'est pour combien de temps? Quelques semaines plus tard, un virus respiratoire inconnu commence à circuler dans la ville chinoise de Wuhan. En décembre, il est finalement identifié, puis baptisé COVID-19. Quand les premiers cas de coronavirus font leur apparition en dehors de la Chine, les marchés réagissent largement avec indifférence, alors que l'économie est toujours sous l'effet des stéroïdes injectés par la Fed et que la bourse brise des records à tous les jours. En fait, c'est seulement le 20 février, plusieurs semaines après les premières éclosions, que la bourse de New York commence à s'effondrer sous le poids de l'instabilité persistante et des craintes de ralentissement économique mondial. C'est alors le début d'une ruée vers la sortie, une véritable panique boursière qui pousse le prix des actions toujours plus bas jusqu'à effacer près du tiers de la valeur de la bourse en 1 mois. Les taux d'intérêt sont réduits à 0% et c'est le retour de l'argent gratuit pour les banques qui obtiennent de la Fed des centaines de milliards de dollars afin de renflouer leur coffre alors que cette dernière se met à racheter la dette américaine, donc à imprimer de l'argent jusqu'à un rythme d'1 million de dollars par seconde.
L'intervention est incomparablement plus grande qu'après la Grande Récession. Les politiciens transfèrent des sommes considérables vers la population et les entreprises sous forme de différents programmes d'assistance directe. Ainsi, le chômage augmente. La production est ralentie, mais curieusement, dans plusieurs pays comme la France, le Canada et l'Allemagne, les revenus des ménages augmentent. Le paradoxe est immanquable. L'économie est à l'arrêt, mais les revenus sont en croissance. Quelque chose cloche. En conséquence, la demande se met à augmenter pour les biens et les services toujours disponibles, ce qui pousse les prix à la hausse et encourage les gens à acheter encore plus pendant que les stocks sont disponibles. Rapidement, on se retrouve dans une véritable enchère, alors que les prix ne cessent de grimper pour l'électronique, les voitures, les matériaux, mais aussi les actions, les crypto-monnaies et l'immobilier. Face à l'envolée des prix, dans un contexte de crédit facile, la spéculation s'empare de nombreux marchés et les prix atteignent des niveaux stratosphériques, alors que la bourse part en coup de canon jusqu'à surpasser et même laisser loin derrière les sommets records de l'avant-crise. Or, la Fed prétend qu'il est inutile de s'inquiéter, que l'inflation est transitoire et qu'elle n'est pas du tout causée par l'expansion de la masse monétaire, mais bien par des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Elle continue donc à imprimer de l'argent et les prix s'emballent encore plus. Ayant prédit la crise financière de 2008, l'analyste et investisseur Michael Burry, dont l'histoire fut l'objet du film The Big Short, affirme en septembre que l'économie se dirige vers le crash de tous les crashs. Il prévient que la spéculation est hors de contrôle et déplore que l'histoire n'a pas changé. Pour certains, ce qui se passe est évident. La fameuse Everything Bubble, la bulle de tout, qui n'a jamais vraiment été crevée par la Fed, est en train de gonfler jusqu'à des proportions monstres qui dépassent tout ce qu'on croyait possible dans une économie rationnelle. À la fin de 2021, près d'un an après l'apparition de la COVID, tous les records économiques sont fracassés. La bourse est à un sommet historique. Un bitcoin vaut plus de 60 000 $ américains, alors que l'immobilier est en surchauffe totale et que l'inflation s'accroche. Encore une fois, la Fed prétend que c'est transitoire, que c'est seulement l'économie qui s'adapte et que très bientôt les choses reviendront à la normale. Mais les fonctionnaires ont tort. Le monde n'a encore rien vu. Dans les semaines suivantes, des murmures émergent quant au déplacement étrange de l'armée russe le long de la frontière ukrainienne. On dit qu'une guerre se prépare, que la Russie est sur le point d'envahir, mais personne n'y croit vraiment. Pas même le président Zelensky qui accuse les Américains de vulgaire propagande pour avancer leurs intérêts. Le 24 février, les rumeurs se confirment lorsque la Russie envahit l'Ukraine sous le prétexte d'une opération militaire spéciale. Les marchés sursautent, les prix de l'énergie bondissent et l'inflation s'accélère. C'est alors que la Fed se résout enfin à remonter les taux d'intérêt, mais elle agit trop peu et trop tard, puisqu'elle est encore convaincue que l'inflation est temporaire et que la situation se réglera d'elle-même. Encore une fois, les fonctionnaires se trompent. La guerre continue. Pire, l'inflation devient complètement hors de contrôle. Elle se combine à une crise de l'énergie pour amener l'économie mondiale au précipice d'une profonde récession, potentiellement beaucoup plus grave qu'en 2008. Car cette fois, l'endettement mondial est déjà à un point de rupture. Les taux d'intérêt sont déjà artificiellement bas et l'inflation est déjà hors de contrôle, ce qui veut dire que les banques centrales n'ont tout simplement pas la même marge de manœuvre qu'en 2008 pour amortir le choc et camoufler la réalité en imprimant des montagnes d'argent. L'ironie est immanquable. Après des années à s'injecter de stéroïdes afin de surmonter les crises et maquiller la décadence de l'économie, nous sommes maintenant face à un dangereux cancer nommé inflation et causé en grande partie par l'abus de ces fameux stéroïdes à travers des années de complaisance. Pour régler le problème, il faudra s'en sevrer et endurer le prix de la désintox. Rien qu'à y penser, tout au long de 2022, les marchés se mettent à tomber sans retenue. Partout, on lit des prévisions d'une récession imminente, mais la réalité, c'est qu'à toute fin pratique, elle a déjà commencé. Les gens réalisent qu'on leur a menti, que les gouvernements ont trop imprimé d'argent, que l'inflation est là pour rester, et surtout, ils réalisent que la prochaine crise sera différente. Impossible cette fois de dépenser sans limite pour relancer la croissance. Au contraire, il faudra serrer la ceinture au même moment où l'économie agonise. En fait, c'est bien pire. Plus les gouvernements dépenseront, plus ils nuiront à la reprise en exacerbant l'inflation et en prolongeant le supplice. Pour plusieurs,
C'est donc un retour aux troubles des années 80, une économie stagnante, la crise de l'énergie, une guerre majeure, une inflation hors de contrôle et des taux d'intérêt à la hausse. Tout ça au beau milieu d'un environnement stratégique de plus en plus imprévisible. Pour certains, ça y est, le cirque est terminé et l'heure est venue de payer les comptes. D'une manière, la pandémie a eu un effet plutôt paradoxal. D'un côté, elle a permis de prolonger la fête pendant au moins 2 ans grâce à une expansion monétaire historique à travers le monde, mais d'un autre, elle a garanti que la chute serait encore plus violente en exacerbant l'endettement et la spéculation jusqu'à des sommets absurdes et grotesques. Maintenant, qu'est-ce que tout ça veut dire pour les prochaines années? Difficile à dire. Chose certaine, les conséquences seront multiples. De nombreux États devront couper les dépenses de manière draconienne afin de payer les intérêts grandissants sur une dette hors de contrôle. Ceux qui refusent seront poussés vers une faillite inévitable, mais ceux qui acceptent seront perçus comme les pions des banques alors qu'ils démantèlent l'État pièce par pièce pour les rembourser. Après la crise de 2008, la baisse du niveau de vie, les mesures d'austérité et l'augmentation des prix ont directement contribué à l'émergence d'une vague de révolution populaire à travers le Moyen-Orient qu'on baptisera le printemps arabe. Malgré l'espoir, les années suivantes ont été pour le moins instables et turbulentes dans la région. Coups d'État, guerre civile, famine, terrorisme et jeux de coulisses entre les grandes puissances, tout ça causant une vague de réfugiés immense vers l'Europe. Au cours des prochaines années, il est malheureusement fort possible qu'on assiste à un phénomène comparable. Alors que des gouvernements fragiles trébuchent face à la colère légitime de leur population qui traverse une période turbulente marquée par le manque de ressources, l'inflation, la crise de l'énergie, le chômage, la pauvreté, les changements climatiques et la tension sociale. On pense notamment au Pakistan, à l'Argentine, au Liban, à la Turquie, mais aussi aux géants de l'Afrique tels que l'Éthiopie, le Nigeria et l'Égypte. Au Pakistan, 40% du budget national sert à payer les intérêts sur la dette. Pour le Nigeria et le Kenya, c'est pas moins de 30% du budget qui est accaparé strictement par les intérêts. Aujourd'hui, face à une augmentation rapide et soudaine des taux d'intérêt, ces ratios deviennent carrément insoutenables, plongeant plusieurs pays dans une spirale dangereuse. Quand le gouvernement n'a plus d'argent, il devient impossible de payer pour les importations, donc rapidement, les réserves s'épuisent, que ce soit pour le carburant, la nourriture ou les médicaments. À mesure que les conditions de vie dégringolent, éventuellement, la rue explose, le peuple se lève et la capitale brûle. C'est alors le début d'une période d'instabilité, alors que différentes factions s'affrontent pour contrôler ce qui reste de l'État. Trop souvent, les choses tombent dans l'impasse et dégénèrent en crise humanitaire, en crise migratoire ou en guerre civile. Selon plusieurs experts, nous marchons actuellement en somnambule vers une crise mondiale de la dette dont les conséquences dépasseront largement celles des précédentes. On parle d'une cascade de défauts, d'un événement historique et prolongé, mais encore plus, la prochaine crise pourrait très bien s'avérer le signe immanquable d'un système devenu dysfonctionnel et mésadapté. Aujourd'hui, le monde n'est plus le même qu'en 1944, lors des conférences de Bretton Woods. Il n'est plus le même qu'en 1971, quand les États-Unis ont laissé l'or en faveur des pétrodollars. Et sans doute, il n'est plus le même qu'en 1991, lorsque l'URSS s'est effondrée, que l'euro n'était qu'un projet et que la Chine était encore loin dans le rétroviseur. Ainsi, il faudra des années avant de pouvoir l'affirmer avec confiance, mais il est fort possible que nous soyons actuellement au beau milieu d'une transition difficile, mais nécessaire, vers un nouveau système monétaire et financier, et bien sûr, vers un nouveau monde. Un monde multipolaire dans lequel la puissance financière des États-Unis est graduellement réduite par un dollar de moins en moins dominant. Depuis déjà quelques années, la Chine et la Russie travaillent ouvertement à la création d'un nouveau système alternatif permettant de contourner entièrement les États-Unis. Récemment, face aux sanctions historiques imposées à la Russie dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine, le mouvement de dédollarisation s'est seulement accéléré et même répandu à travers le monde. Pour plusieurs, si les dollars d'un État souverain peuvent être confisqués arbitrairement par Washington pour des raisons essentiellement stratégiques, alors le dollar n'est plus une garantie, mais bien un véritable cheval de Troie dont il faut se débarrasser. Le problème pour la Chine et pour tous les autres, c'est que le dollar est souvent la seule monnaie acceptée dans le commerce international, surtout pour le pétrole. Ainsi, pour s'en libérer, il faut d'abord convaincre les grands exportateurs et les producteurs de pétrole d'être payés avec d'autres monnaies. Ce serait le cauchemar de l'Amérique. Donc bien sûr,
C'est exactement ce que tente aujourd'hui de faire la Chine et la Russie avec l'aide de plusieurs autres tels que l'Inde, le Japon, la Turquie, l'Iran, le Venezuela, le Brésil et même, coup de théâtre, l'Arabie saoudite. Il y a quelques mois, le Wall Street Journal rapportait que le royaume saoudien était en négociation avancée avec la Chine afin d'échanger son pétrole en renminbi plutôt qu'en dollars. La nouvelle a l'effet d'une bombe. Après des décennies à défendre les intérêts de l'Amérique en occupant une place névralgique dans le système des pétrodollars et en investissant les profits dans la dette américaine, l'Arabie saoudite en a assez et songe à retourner sa veste en faveur de son meilleur client, la Chine. Difficile de sous-estimer l'importance d'une telle nouvelle. Tout indique que nous assistons actuellement au premier pas d'un nouveau système monétaire. Maintenant, de quoi ce système aura-t-il l'air? Personne n'a la réponse. Le mieux que je puisse faire, c'est offrir mes observations personnelles selon ma propre lecture des choses. Pour certains, nous sommes aux portes d'un siècle de domination chinoise ou encore d'une nouvelle monnaie mondiale émise par une entité centrale comme le FMI ou la Banque mondiale. Or, ces deux propositions sont extrêmement invraisemblables. D'abord, plusieurs pays ne voudront plus d'un système centralisé puisqu'il donne trop de pouvoir à ceux qui le contrôlent et qu'il est maintenant très clair que les banques centrales et les gouvernements n'ont ni la sagesse ni la compétence nécessaire pour contrôler le système monétaire de manière responsable. Ensuite, la confiance envers le gouvernement chinois est très faible à travers le monde et c'est généralement la même chose pour les instruments occidentaux comme le FMI et la Banque mondiale. Il faudrait une collaboration étroite entre tous les pays, une sorte de nouveau moment Bretton Woods, ce qui est pour le moins difficile à imaginer dans un monde divisé, à moins bien sûr qu'un conflit majeur vienne sceller l'issue en faveur d'un camp ou d'un autre. Pour le moment, il semble plutôt que nous soyons en route vers le scénario inverse. Donc un système moins centralisé et plus équilibré. Évidemment, il faudra des années et la transition se fera de manière graduelle, mais éventuellement, nous constaterons que le monde a changé. Des gouvernements vont profiter des turbulences pour passer à une monnaie numérique contrôlée par l'État afin de réduire la volatilité et l'évasion fiscale, mais surtout d'avoir une influence encore plus directe sur la valeur de l'argent grâce à un contrôle en temps réel. Les États-Unis n'auront plus la même importance dans le commerce international et la demande pour le dollar va diminuer à mesure que les États acceptent d'être payés autrement. Or, si l'Amérique peut imprimer de l'argent à volonté pour financer ses déficits et ainsi payer pour l'infrastructure, les services sociaux, l'armée, la diplomatie, c'est seulement grâce à la demande mondiale pour les dollars, donc autant pour les États-Unis que pour tous les pays qui en dépendent pour des raisons économiques ou stratégiques. Les impacts d'une telle transformation seront profonds. Il faudra s'attendre à une montée des tensions sociales à travers le monde et particulièrement en Occident, alors que la dette nationale, le chômage, l'immigration, les impôts, l'inégalité et les questions monétaires deviennent de plus en plus des enjeux polarisants. En fait, malgré l'allure catastrophiste d'une telle prédiction, force est de reconnaître que l'éclatement de l'Union européenne est désormais une possibilité bien réelle. Après la grande crise financière de 2008, de nombreux pays d'Europe tels que l'Italie, la Grèce ou l'Espagne ont été frappés par de sérieux problèmes budgétaires dont les proportions étaient si grandes que la survie de l'Europe fut carrément remise en question. Pour maintenir ces pays sur le respirateur artificiel, la Banque centrale européenne a réduit les taux d'intérêt à 0%, puis carrément à des niveaux négatifs, depuis maintenant plus de 10 ans. C'était d'abord une mesure temporaire, une intervention radicale pour sauver les meubles, mais dans les années qui ont suivi, la Banque centrale n'a jamais été en mesure de remonter les taux d'intérêt, puisqu'il est devenu très clair que la dette de plusieurs pays deviendrait alors insoutenable et que l'Europe serait ainsi plongée vers une nouvelle crise de la dette. Comme un pansement d'arsenic sur une plaie ouverte, la BCE tente de mettre fin à la crise de la dette avec encore plus de dettes. Mais aujourd'hui, l'illusion tire à sa fin. Puisque devant une inflation record exacerbée par la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie, mais aussi par ses propres politiques radicales des dernières années, la Banque centrale européenne n'a plus d'autre choix que de remonter les taux d'intérêt et faire face à la musique. Au cours des prochaines années, il est fort probable que la crise que l'Europe a tenté de noyer pendant plus d'une décennie remonte violemment à la surface. À travers l'endettement, les conflits monétaires, les crises migratoires et les désaccords profonds entre les membres, quelque chose finira par céder. Quand on y pense,
Il est absolument normal que les pays les plus favorisés par le dernier système soient aussi ceux qui aient le plus à perdre dans son démantèlement. Au bout du processus, les États-Unis, le Canada et l'Europe ne seront plus du tout les mêmes. En fait, il est possible que certains pays occidentaux aient déjà franchi le pic historique de leur prospérité et que les prochaines années seront marquées par la stagnation économique et le déclin graduel des conditions de vie. Évidemment, ce que nous avons abordé aujourd'hui peut sembler extrêmement sinistre et provoquer une certaine anxiété quant à l'avenir. C'est normal. Croyez-moi, je ressens la même chose. Ce que nous avons exposé tout au long de ce documentaire, c'est aussi que l'histoire est un long continuum, dans lequel les événements s'enchaînent et s'emboîtent comme dans un énorme casse-tête dont la complexité dépasse chacun d'entre nous. Ainsi, ce n'est pas la fin du monde, c'est seulement la fin d'un cycle, comme notre espèce a connu plusieurs fois auparavant. Certes, le dernier cycle aura permis la domination et la prospérité de l'Occident pendant des décennies, tout en ouvrant la porte à une ère de progrès technologique fulgurant, alors que des milliards de personnes ont été tirées de la pauvreté. Mais à quel prix? La vérité, c'est qu'il serait extrêmement égoïste de ma part de déplorer la fin d'un cycle devenu profondément déséquilibré, tout simplement parce que mon équipe était du bon côté de la balance. Il faut se rappeler que tout empire a une fin. Qu'ils soient romains, mongols, britanniques, français, américains, que c'est parfaitement normal et même nécessaire pour l'avancement de l'humanité. Or, si on avait demandé leur avis, ils auraient tous préféré que ça dure pour toujours. Mais si, alors que le monde approche de l'une des périodes les plus incertaines et les plus turbulentes de son histoire, il est important de comprendre que c'est probablement un passage obligé dans le processus de renouveau et de renaissance, menant ultimement à quelque chose de meilleur. En attendant, il faut se souvenir de ce qui importe réellement, soit les amis, la famille, l'amour, le bonheur, afin de profiter au maximum du temps que nous avons sur Terre, et ce, peu importe notre condition matérielle. L'histoire ne sera jamais terminée. Chers amis, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez regardé l'entièreté de ce documentaire, et pour ça, je tiens à vous remercier le plus sincèrement du monde. Encore plus, je vous remercie d'avoir été si patient au cours des dernières semaines alors que l'équipe travaillait sur ce dossier. J'ai cru naïvement qu'on pourrait produire la vidéo en 2 semaines au maximum, mais j'ai négligé la dimension de la tâche. Je suis profondément navré d'avoir été absent pendant si longtemps et croyez-moi, vous m'avez manqué. Dès maintenant, nous revenons à l'horaire régulier avec une nouvelle vidéo à chaque semaine. Si vous souhaitez contribuer à la production de ces vidéos, rendez-vous au 7jourssurterre.com. Vous pourrez soit faire un don direct, soit devenir membre exclusif pour aussi peu que 1 € ou 1 $ par mois, ou tout simplement vous procurer des articles originaux depuis la boutique officielle de 7 jours sur Terre. Et merci également aux partenaires de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost protège vos données, vous donne accès à tout le contenu bloqué sur Internet pour seulement 1,94 € par mois. Pour obtenir la réduction pour les abonnés de 7 jours sur Terre, il suffit de suivre le lien dans la description. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.